Oh, dis donc, ouais. Est-ce que tu veux que... Je sais pas si je peux le faire, mais tu veux que je mette un joli fond derrière moi? Ah, si tu veux, vas-y, si tu veux. Je sais plus qui c'est avec qui je discutais, qui me fait remarquer que c'était très joli. Mais alors, comment je peux... je sais plus comment faire. Je suis déçu parce que c'était joli. Ah bah merde, alors là, je vous ai carrément plus, là. Ah ouais, attends, mais je reviens. Attends, tu vas voir. Alors tiens, si je fais... Ouais, non, ça n'a rien à voir. Ah si, oh, voilà, ça y est. Ah. J'ai des trucs. Attends, c'était joli ce que j'avais mis, c'était de toute beauté. Ah oui. Regarde, d'accord. On dirait qu'au restaurant, là. Vous avez la tête dans les lampes, là. Hein? Ouais. C'est quand même plus joli que ce fond de bureau, là, quand même. Ah bah écoutez, on va clapper là-dessus, c'est magnifique. Ouais, il me semble. Yvan Gouillon, bonjour. Bonjour Maxime Julia. Mais où êtes-vous? C'est magnifique ce fond. Écoutez, je suis aux États-Unis. Ah, ouais, ça fait. Ah oui, ça fait la classe. Ouais. Je suis sur un plan là, donc Oui, on peut pas en parler. Non, on peut pas en parler parce que j'ai pas une attestation correcte. Non, mais c'est les États-Unis dans le 8e, attention. Ah d'accord, aux États-Unis, oui, boulevard des États-Unis. Ouais. Oui. Je suis boulevard des États-Unis. Ouais, non, attention. Comment ça va, toi, alors? Parce que toi, t'en as eu des spectacles annulés, là? Ou reportés? Oui, un petit peu, parce que on a eu, on devait un peu continuer dans notre lancée. On avait eu les premières de Le naturel c'est bien, mais le sublime c'est mieux. Tu l'as joué déjà? On l'a joué 6 fois à l'Odéon, et puis on devait reprendre début novembre. Live. Sous le non, on devait reprendre Le naturel c'est bien, mais le sublime c'est mieux, sous le chapiteau Social Palace, dans le 9e arrondissement. Ouais. Ça aurait été chouette parce que là aussi, là tu vois, il y a vraiment un joli décorum. On a vraiment une ambiance de vieille foire, des années 20 qui correspondait bien, en tout cas avec le début et avec l'ambiance générale. Il y a un côté freak show qui était chouette. Mais bon, voilà. Alors on avait quand même préalablement, s'était dit qu'on pouvait peut-être caser des petites choses sur des week-ends en décembre. Donc voilà. Donc si on reprend, peut-être qu'on pourra caler des trucs. Faut voir. Ouais, les dernières nouvelles, là, je sais pas. J'ai vite vu ce matin. Enfin, je suis même pas sûr de ce que j'ai lu parce que j'ai lu en diagonale que les lieux de culte devraient réouvrir, mais qu'on a toujours. Mais je sais pas si c'est, encore une fois, c'est pas vérifié, j'ai juste vu ça en diagonale, mais que pour nous, on n'a pas de, pour le théâtre, en ce moment, il y a rien. Enfin, ils en ont pas parlé, pour l'instant. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, alors moi, j'ai eu à peu près le même son de cloche, à peu près aussi précis que toi. Ouais, voilà. On est tout ce qui est précision, tout ça, c'est bien. Voilà, mais du coup, voilà, il y a des projets avec des gens là. J'ai déjà eu des gens qui m'ont envoyé des projets pour éventuellement se déguiser en curé pour faire des trucs. Ou en nonne. Hein. Mais bon, pour l'instant, ça reste confidentiel. Et t'es au courant du concept alors, hein, je t'explique vite fait. Je te donne un mot. Ouais. Et tu me dis ce que ça t'inspire pour toi personnellement, pour la vie, pour ce que ça t'inspire en fait. D'accord. Bon, t'es prêt? Tu veux ton premier mot? Allez, d'accord. Alors attends, monsieur, merde, j'en avais plein, mais j'ai Yvan Gouillon, là. Ton premier mot, c'est modernité. Modernité. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? On va dire... Merde, n'allez pas calancher, hein. Modernité. Un éternel recommencement. Ah ouais. Ouais. Il y a une idée de mode, du coup, ouais. En fait, modernité, ça me fait penser à modernisme, ça me fait penser au mouvement moderniste des années 60. Ouais. Voilà, donc ça me fait surtout penser à ça. Ça me fait penser à de la musique, comment dire, une façon d'envisager la vie de jeunes gens d'une époque voilà, donc ça m'amène surtout des références musicales. Ouais. Voilà. Sinon, modernité, je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire. Mais en tout cas, l'idée du modernisme, du mouvement moderniste de l'époque, qu'on appelait les mods aussi, il y avait quelque chose
une envie d'aller sur d'autres choses que le rock. Donc il y avait quelque chose de très moderniste et dans l'approche de la musique. Et puis petit à petit, ce mouvement moderniste, il en est un peu resté là où il en était. Et maintenant, on va dire que les modernistes, les mods d'aujourd'hui, finalement, aiment des vieux trucs, donc du coup sont complètement et ce truc me fait toujours rire, ce constat me fait toujours rire. Ça enlève pas la qualité des références musicales, culturelles, etc. Mais du coup, ça s'est complètement décalé, c'est-à-dire que ce qui était moderne à une époque, au début des années 60, est devenu complètement vintage, mais c'est aussi la mode. C'est complètement vintage maintenant, c'est pas forcément très 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 moderne, mais je trouve qu'il y a, et je trouve que ça raconte assez, en général pour moi, ce que c'est que le modernisme. C'est quelque chose qui est vraiment très éphémère. C'est peut-être ce qui sera fait demain, mais qui sera déjà dépassé après-demain. Donc, mais voilà. Donc c'est pas, ça enlève pas la qualité de certaines choses, mais voilà, c'est quelque chose d'assez éphémère, quoi, le modernisme. Bon. Et dans la musique, en l'occurrence, si on parle du rock, le rock se renouvelle sans cesse, sans se renouveler finalement, parce que les bases sont toujours les mêmes depuis le début. Enfin, je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Ouais, ça dépend si on définit le rock par simplement quelque chose de... La base du blues, la base des premières chansons blues américaines. Enfin, je sais pas, moi j'imagine. Même on peut remonter à... Tu sais, quand t'écoutes de la country, t'as toujours ce petit truc qui te fait penser à l'Irlande aussi. Avec les violons, avec les machins, avec les trucs, tu vois. Oui. Donc, oui, et puis alors après le rock, c'est un truc, ça dépend si tu le définis uniquement d'un point de vue musical ou d'un point de vue, je dirais pas sociétal, mais en tout cas plus large, politique un peu. Voilà, parce que rock and roll, bon, c'est quelque chose qui bouscule, qui rue un peu dans les brancards, donc je pense que si on se limite simplement à l'aspect musical, je pense que ça fait un moment que le rock'n'roll ne rue plus vraiment dans les brancards, mais qu'il y a des choses qui ont pris le relais. Pour moi, il y a eu ce qui est plus du tout une musique de jeunes maintenant, même s'il y a encore des gens qui trouvent que le rap c'est une musique de jeunes. Je m'excuse, ça a 40 ans, c'est plus du tout une musique de jeunes. C'est une musique de jeunes pour nous, quoi. Disons que ça a pris la relève et c'était le nouveau rock'n'roll puisque c'est ça qui ruait dans les brancards, qui bousculait un peu un truc établi. Et puis maintenant, ce qui est rock'n'roll, c'est peut-être encore d'autres choses. Bon, là, en ce moment, je sais pas trop ce qui rue dans les brancards en termes de musique, mais du coup, je trouve ça intéressant de se dire que le rock'n'roll, finalement, si on le prend juste comme une idée, c'est quelque chose qui peut être infini. Il suffit de créer d'autres choses qui vont bousculer, qui vont rock'n'roller. Et si, d'un point de vue purement musical, ça a une fin. Si on le prend dans un sens plus large que musical, c'est sans fin. Oui, bien sûr. C'est un mouvement, oui. C'est quand même mieux. Perpétuel. Oui, voilà, c'est ça. Le swing, c'était déjà rock'n'roll. Oui, c'est ça. Quand les Azous ils dansaient dans les boîtes alors qu'il y avait des nazis dans les rues, c'était déjà rock'n'roll. Et puis je suis sûr qu'avant, ça existait déjà. Ça s'appelait pas encore comme ça, mais ça existait déjà parce que des mecs qui ont rué dans les brancards, des musiciens qui ont rué dans les brancards, il y en a toujours eu. Tu parles de ruer dans les brancards en termes de rock, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une société un peu aseptisée aussi qui laisse, enfin, en tout cas, où la couverture médiatique n'est plus au service de ceux qui ruent dans les brancards. On essaye justement de les mettre de côté, de pas trop les relayer. Est-ce qu'il n'y a pas ça un peu? Parce que il y a une époque on en jouait un peu de cette mode justement de ruer dans les brancards. Enfin, de ce que tu as dit, ça me fait penser aux Clash par exemple. Tu vois, les Clash qui étaient complètement destroy. Enfin, c'était. En même temps, c'était les plus sérieux. Oui. Parce que
dans cette mouvance punk, c'était quand même les plus sérieux parce que justement eux ils ont beaucoup politisé le truc, donc ils ont mis un peu des rails quoi dans ce qu'ils racontent. Et ils ont été médiatisés mine de rien, ils ont participé à la découverte du mouvement punk, tu vois, complètement. Ceci dit, les survivants des Clash n'appellent pas à voter Donald Trump. Non, donc, alors que les vieux punks, bon, c'est le punk aussi, hein, c'est faire chier le monde. Donc, c'est ça. Johnny Rotten, dans ce sens-là, John Lydon, il est complètement en phase avec ce qu'il a toujours voulu faire, chier le monde. Donc là, il continue à faire chier le monde en disant il faut voter Trump. Bon, très bien, hein. Il est cohérent. Ouais, mais ça va avec l'esprit à contre-courant permanent, en fait. Voilà, c'est ça. Après. Est-ce que c'est bien ou pas? Alors là, et est-ce qu'il y a une réflexion politique? C'est surtout ça. Enfin, une réflexion politique, je veux dire large, certainement, mais précise au niveau d'adhérer à Donald Trump, je suis pas sûr que ce soit ça. Non, je suis pas certain. Ou alors on se dit que c'est juste un mec qui est devenu complètement alcoolo et qui a plus. Il y en a d'autres, hein. Et puis non, mais après c'est vrai que, enfin. Dans les vieux punks, moi j'en connais plein qui sont des vieux cons maintenant. Bah oui. Il y a plein de vieux anards qui sont devenus des vieux cons, hein, donc. C'est la chanson de Brel, ça. Bah oui. Bah oui. C'est ça. Tu vois, je pense qui est pas forcément classé dans le rock, mais Renaud. Tu vois, il y a plein de gens qui adorent Renaud. Les dernières prises de position de Renaud ou les dernières même créations musicales, on peut pas dire que ça soit à la hauteur de ce qu'il a fait il y a 20 ans ou 30 ans. Oui, bah oui. Alors après, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. On peut faire des analyses de PMU là-dessus ou pas, mais non, mais voilà, le constat, c'est que oui, c'est difficile de rester anticonformiste, si tant est qu'on ait voulu l'être à un moment donné. C'est difficile de rester punk, de rester rock'n'roll parce que on s'aperçoit que quand on s'aperçoit que oui, il y a toujours un moment où on devient un peu un vieux con, quoi. Ouais. D'une certaine façon, par rapport au regard qu'on a sur le modernisme, justement. Et alors, qui aujourd'hui rue dans les brancards, comme tu disais, il y en a plus, vraiment? Je sais pas s'il y en a plus. Je pense qu'il y a plein de, je sais pas, j'ai l'impression, par exemple, alors tu vois, c'est pourtant pas forcément hyper punk, mais j'ai l'impression qu'un mec comme Pierre Perret continue assez. Je suis complètement d'accord avec ça, oui. Il continue à être assez cohérent. Un mec comme Springsteen reste cohérent. Ils sont dans une cohérence. Ça devient pas d'un seul coup. Voilà, j'ai été jeune, j'ai fait le con, puis maintenant, je regarde derrière et puis je trouve que ce que font les autres jeunes, c'est de la merde. Enfin, ça se fait. Tu peux pas faire comme ça, tu vois. Mais t'as raison, Pierre Perret, qu'on classerait absolument pas dans le rock, est quelqu'un de très rock'n'roll. Il est rock'n'roll, quoi, parce que j'ai pas l'impression que dans sa façon de voir Pierre Richard, je trouve qu'il est rock'n'roll aussi, parce que le mec, il continue à avoir un regard hyper ouvert sur ce qui peut se faire. Il fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, enfin, il y a une certaine forme d'intégrité dans le côté bordélique, quoi, dans bordel de talent, quoi, tu vois, le bordel organisé qui fait une belle œuvre d'art. Est-ce que c'est pas ça alors, la modernité, c'est arriver à rester intègre tout en s'adaptant en permanence à son époque? Ouais. Tu vois, Pierre Perret, effectivement, ça me parle bien cet exemple que tu as donné, parce que ce monsieur est toujours resté tout à fait dans sa ligne. Dans son truc. Ouais. Le mec, il continue à faire son truc. Il est tout à fait dans son époque. Il parle de son époque tout le temps. Il est très, très au courant. Il se renseigne. Il est pas du tout à côté de la plaque, en fait. Pas du tout. C'est ça. Et à la limite, pourtant, c'était vraiment pas ma came. Mais je me dis que, à la limite, Johnny, son côté rock'n'roll, c'était peut-être ça. C'était peut-être. Alors après.
il y a sûrement des questions de pognon. Mais le mec a continué à travailler avec des gens qui étaient plus ou moins jeunes. Alors après, c'est peut-être juste du marketing, hein, j'en sais rien. Ouais, on sait pas. Mais bon, je me dis, le mec se mettait la tronche à l'envers, il faisait n'importe quoi, il en avait rien à foutre de dire des conneries, ça le faisait. Je me dis, c'est peut-être là son côté rock'n'roll. Je pense pas que musicalement, j'ai jamais trouvé que c'était le roi du rock'n'roll. Il s'est collé à des époques. Je trouve que Bowie l'a fait beaucoup mieux que lui, tu vois, de s'adapter, de coller à son époque et d'en faire des trucs rock'n'roll. Voilà. Johnny a pas beaucoup créé, hein. Johnny dans les années 60-70, il reprenait des tubes américains. Mais voilà, je trouve que si je peux lui reconnaître un truc, je me dis, après on en pense ce qu'on veut, mais il n'empêche que le mec, il me semble pas que c'était après encore une fois je ne suivais pas l'actu de Johnny, hein, je la suivais pas, mais je trouve que dans le regard qu'il avait sur ce qui se faisait de nouveau, je trouve qu'il était plutôt dans quelque chose d'assez bienveillant, même si ce mot est un peu galvaudé, mais en tout cas ouais, je trouve que voilà. Bon après c'est encore autre chose. Ouais. C'est une autre façon d'être rock'n'roll. Il y a même peut-être même un côté vieux punk à la fin. Ouais, complètement. On était de laisser aller, de lâcher prise complet. Tu as vu le film rock'n'roll justement de Canet? Ça te dit rien? Oui, je l'ai vu. Il y a Johnny dedans justement qui se pète la gueule dans le skate. Oui, exactement, tout à fait. Oui, c'est ça. Il est incroyable ce film. Donc, ouais, voilà, je sais pas, ouais, peut-être que le modernisme, c'est peut-être ça, c'est peut-être savoir évoluer. Et puis après, c'est accepter de vieillir, quoi. C'est accepter de vieillir, et puis tout en restant accroché, tout en restant, comme dirait notre ami Jean. Bah ouais, c'est peut-être accepter qu'à un moment, on n'est peut-être plus si rock'n'roll que ça. Mais voilà, c'est comme finalement, c'est comme vieillir, hein. Il y a pas pire que ceux qui veulent rester absolument jeunes. Quand tu veux rester absolument jeune, c'est horrible parce que c'est là qu'on voit que t'es vieux. Et puis finalement, bah, tu vois, c'est bon. À part Catherine Deneuve, parce qu'elle se fait retaper, mais bon, comme elle boit des canons et qu'elle en a rien à cirer, elle a quand même une façon de vieillir qui est pas si mal que ça. Mais c'est vrai. Mais ouais, voilà. Ok. Modernité, rock'n'roll. On a fait le lien. Ton deuxième mot, tu veux? Oui, allez, d'accord. Alors, je sais pas s'il y aura un pont à faire pour le coup. Je le vois pas, moi, peut-être que tu vas le trouver. Précaution. C'est un mot qu'on entend beaucoup ces temps-ci. Précaution. Moi, précaution, ça me fait penser quand j'étais petit et qu'on était en classe et qu'on avait envie de pisser et les instits disaient toujours fallait prendre tes précautions. Ouais, moi, prendre ses précautions, c'était penser à pisser au bon moment. Voilà. Ok. C'est bien. Voilà. Mais donc du coup, en général, quand on prononçait le mot précaution, c'était forcément parce que je n'avais pas pensé à pisser avant. Ouais. Et qu'on me disait, il fallait prendre tes précautions. et du coup, ce mot m'énerve un peu. Ouais, je comprends. Ouais, parce qu'en ce moment, en plus, on nous le serine pas mal, on l'entend, on nous le martèle. Précaution, ouais. Le fameux sacro-saint principe de précaution qui nous punit tous au final, qui fait qu'on est tous punis, quoi. Qu'on est tous enfermés chez nous. Oui. Ouais. Et puis après, on peut si on le prend d'une autre façon, être précautionneux avec quelqu'un, ça peut être aussi une jolie chose. Ça peut être de la délicatesse. Ça peut être, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, le mot précaution, moi je l'ai rarement entendu dans un contexte où je le trouvais plaisant. Mais effectivement, si on se dit qu'être précautionneux, c'est faire attention à comment on va se parler, à comment on va se traiter. Il retrouve un peu de valeur, le mot. C'est peut-être ça aussi, dans l'actualité, justement, comment on se parle, comment on se respecte. Oui, c'est peut-être là qu'il faut prendre des précautions plus amples que l'interdiction de circuler qu'on subit en ce moment, ou de circuler, ou de se déplacer, ou de sortir de chez soi. C'est la série qui prend des précautions, par exemple, parce que elle vient chercher des trucs et puis elle veut pas qu'on la voie, alors elle prend des précautions. Elle fait des espèces de parcours du combattant autour de l'ordi, voilà. Donc ça c'est gentil, c'est des précautions qui sont gentilles. Je comprends.
respecter les autres, fait, voilà. prendre soin des autres, les précautions. Donc beaucoup de précautions. C'est ça que ça t'inspire, précaution aujourd'hui. Ouais, voilà. Si c'est essayer de prendre soin les uns des autres, ou en tout cas de ceux à qui on attache de l'importance, je trouve ça intéressant. Après, autrement, non, ça me fait juste penser qu'il fallait aller pisser avant. Ça j'adore ça, cette référence. Ah, oui, mais tu te souviens de ça, tu l'as entendu, mais bien ça. sûr, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Tu faisais une sortie de classe aussi, prenez vos kawaii, et avant de monter dans le car, prenez vos précautions. Tu te rappelles de ça? Il y a un côté très scolaire en fait à précaution. Mais oui, on nous aurait dit pensez à aller pisser, c'était beaucoup plus clair. Oui. Pensez à prendre vos précautions. Mais non, pensez à aller pisser. Voilà, c'est mieux. Pisser, il n'y aurait pas eu de problème si on nous avait parlé comme ça. C'est vrai, ouais. Et voilà, alors et du coup ça m'amène à soulever le côté négatif du mot précaution. C'est-à-dire que c'est précautionneux. On prend des précautions pour dire pense à pisser. Mais du coup, ça fait une espèce de mot général qui veut tout dire et rien dire. Ouais, c'est ça. C'est pas précis. Donc, ça, c'est le côté un peu con du mot précaution. D'accord, voilà. Ok. Bon, écoute, ton troisième mot, t'as fait le tour, précaution? Oui, on a fait le tour. Oui, on va pas s'étendre. Nature. Ça te parle pas non plus? Merde. Mais nature, oui, nature. Ah bah ça, nature. Alors ça, c'est employé à tort et à travers, comme on veut pour défendre ce qu'on veut. Oh, nature. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, la nature telle qu'on la nature, la forêt, etc. Ou la nature de quelqu'un, la nature de quelque chose. Ouais. Non, mais la nature, non, mais c'est bien. D'ailleurs, le dernier spectacle dont je te parlais, le naturel c'est bien, mais le sublime c'est mieux. C'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, je me dis que la nature ou le naturel, c'est quelque chose qui est souvent évoqué pour redonner. C'est souvent, d'ailleurs, c'est évoqué par toutes sortes d'idéologies. Souvent, je trouve que c'est souvent mal employé. C'est souvent un mauvais argument. C'est souvent un mauvais argument d'invoquer la nature ou le côté naturel ou le contre-nature, etc. Je trouve que c'est quasiment toujours un mauvais argument. Mais qui fait long feu quand même. C'est-à-dire que on continue à l'utiliser. Tu vois. Alors il doit être efficace alors cet argument. Il doit fonctionner cet argument. Oui, il fonctionne très très bien. Oui, il fonctionne très très bien. Mais alors qu'en fait, et c'est pour ça que je me dis que cette phrase de Sarah Bernard qu'on a utilisée qui est devenu le titre de notre spectacle. Donc, le naturel c'est bien, mais le magnifique c'est mieux. Le sublime c'est mieux. C'est pas si bête que ça, parce que c'est ce qu'on fait depuis l'aube de l'humanité, utiliser ce qui est naturel pour le sublimer et pour en faire quelque chose, pour le transformer. Et si à un moment donné l'espèce de bestiole qui marchait à quatre pattes, s'était pas sublimé un peu, avait pas sublimé le naturel, avait pas fabriquer des outils avec des cailloux, donc sublimer, on sublime quelque chose, on en fait quelque chose de plus grand. Si on n'avait pas fait ça, on n'en serait pas là où on est. Donc aujourd'hui, invoquer ce qui est naturel ou pas naturel ou contre nature pour défendre une idéologie, pour moi ça ne se tient pas, parce que dans ces cas-là, si on veut être conforme à la nature et à quelque chose de naturel, on vit à poil, on n'utilise plus de fourchette, plus d'assiette, plus de vêtements, plus rien du tout, et on retourne, on redevient un animal. On redevient Lucie. Oui, c'est ça. Lucie. On enlève ce qui nous sépare de l'animal en fait. Ah oui.
Voilà. Et très bien, hein, pourquoi pas. Oui, mais du coup, personne n'est prêt à ça. Si tu prends toutes les idéologies qui, à un moment donné, vont se référer à ce qui est naturel ou non, ou à ce qui est contre nature ou qui ne l'est pas, ça ne tient pas la route. Voilà. Donc voilà, le mot la nature, le mot nature ou naturel, pour moi, ça m'évoque ça. Ça m'évoque cette mauvaise utilisation, ce mauvais argument. Un argument commercial. Un argument fallacieux et tout pourri. Mais autrement, voilà. Mais autrement, ceci dit, j'aime aller ramasser des escargots et aller en forêt ramasser des champignons. Ça fait des années que je l'ai pas fait, mais je trouve ça bien. Tu connais les champignons, toi? Parce que moi, une fois, j'ai fait ça avec Aurélie. On est allé ramasser des champignons. Je les ai ramenés à mon père. Il m'a dit, tu peux tout balancer, c'est tout mauvais. J'ai dit, bon, moi, je connais 2 sortes de champignons, ceux que je ramassais avec mon père quand j'étais petit, et tous les autres, je les laisse. Donc, ça se trouve, je suis passé à côté de 2 trucs somptueux. Ouais, et quand tu vois le prix qu'ils vendent les champignons, 30 ou 40 € le kilo, bah merci bien. Non mais après voilà, j'ai un côté assez contemplatif dès que je me retrouve dans la nature. Donc des fois, les promenades en famille, je suis complètement, j'ai l'impression d'être dans une espèce d'état second, un peu shooté, c'est-à-dire que je regarde de partout, je suis comme je redeviens une sorte de petit merdeux dans une forêt et t'as tous tes instincts primaires qui reprennent le dessus. Ouais, mais contemplatif. J'ai du mal à. Ouais. Tu dans ce cas-là, c'est ça. J'ai du mal à verbaliser. Je suis juste dans cette espèce de truc, voilà. Mais ça fait du bien, c'est vrai. Pour être sérieux, c'est trop bien. C'est trop bien. Prendre l'air dans la nature, ça. C'est là qu'on voit qu'on est quand même, on en a besoin de ça parce que effectivement, personne peut dire que ça lui fait pas du bien. Ça fait toujours du bien. Ah mais oui, carrément. Alors. Je passerai pas ma vie à la campagne. Je pense que ça me ferait chier. T'es un vrai citadin, toi. T'es un vrai citadin. Je sais pas si je suis un vrai citadin, mais je pense que ou alors il faudrait que ça soit de la campagne où il y a plein de potes parce que j'aime bien tu vois je connais pas quelques personnes quand même qui vivent dans la campagne. C'est magnifique, c'est très très beau, mais c'est vraiment très isolé et ça c'est quelque chose que j'apprécierais un temps, mais je suis pas sûr que tu suis prêt pour y vivre. Ah ouais. Moi j'aime bien quand même. Qu'est-ce qui te manquerait? Ouais, c'est ça. Mais côtoyer des gens ou simplement faire les magasins, j'en sais rien, aller boire un café quelque part. Juste voir des gens. Voir des gens et en même temps en tout cas choisir de le faire quand j'ai envie de le faire quoi. Mais faut pas prendre la bagnole et faire 20 bornes pour voir des gens quoi. Oui, mais après je suis très bordélique dans ma tête par rapport à ça. C'est Jean-Pierre Mariel qui se définissait comme un misanthrope mondain. Je trouve que ça me correspond assez bien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me sens complètement misanthrope, mais en même temps, je me dis tu peux pas cracher dans la soupe parce que. Donc tu fais l'effort, malgré ta misanthropie, tu vas quand même voir les gens. Pas quand j'ai pas envie, mais pour leur dire d'aller se faire mettre quoi. Je vais vous voir. Non, justement, je ne le fais que quand je suis dans de bonnes dispositions. Ouais, heureusement, je suis quand même assez souvent dans de bonnes dispositions. Ouais. Mais ouais, il y a une espèce de truc comme ça de trucs schizophréniques où il y a des moments où je suis complètement misanthrope et tout me fait chier. Mais en même temps, c'est facile d'être misanthrope quand t'es obligé de te fader une grande surface pour faire des courses. Ouais. Et là, tu te dis non, je sais pourquoi j'aime pas aller dans ces endroits. C'est parce que ça. C'est comme la plage de Nice au mois d'août, quoi. Ouais, ça révèle pas forcément le meilleur côté des gens, quoi. Donc forcément, c'est facile d'être misanthrope. Et puis d'un seul coup, c'est facile d'aimer tout le monde quand tu te retrouves avec une table où t'as que des potes que t'adores, avec qui t'aimes partager des choses. Donc bon. Ouais.
En fait, t'es quelqu'un de plutôt tout à fait normal. Tout à fait normal. Je suis tout à fait normal, Maxime. Je suis une personne normale, bordel. C'est tout. Tu vois? Là, on essaye de pinailler, mais finalement, je suis quelqu'un de normal. Putain, 34 minutes 55 pour en arriver à ça, bordel. Tout ça pour dire, mais je suis normal. Combien je vous dois? Je vous dois combien? La dernière fois qu'on s'était vu, nous, c'était à l'Odéon, justement, quand on a fait la petite émission pendant le premier confinement. Bah oui, c'est ça. Mais là, on est presque sur de la radioscopie, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Le concept est sympa? J'adore. Ouais. Ah oui. Ah oui. Il faut le développer. Il va falloir que tu le fasses avec toi. Comment? Il va falloir que tu le fasses avec toi. Il faudra que quelqu'un le fasse tout seul, je vais me galérer. Ah oui. Tu sais que il paraît qu'il y a une émission, Chancel avait fait une radioscopie avec lui-même. C'est vrai? Donc il se posait des questions. Je ne sais pas comment il s'est démerdé pour le faire, je l'ai jamais entendu, mais apparemment elle existe cette émission. Ah bah tiens, et avec Olivier Ray, avec qui on faisait, tu sais, on reprenait les radioscopies. Oui, tout à fait, pendant le confinement. Ouais. Voilà. Avec Olivier, on voulait le faire celui-ci, et on se disait mais comment est-ce qu'on pourrait le faire, qui ferait quoi, etc. Ouais. Moi, je faisais Chancel et oui, je me rappelle. Et on invitait plein de personnes différentes. Par exemple, il y avait le papa de Benoît Lévesque. Tu le connais, Benoît? Ouais. Bah, son papa, je crois que c'est Pierre qui s'appelle. Je sais plus. Il avait fait l'abbé Pierre. Il avait fait l'abbé Pierre. On avait eu Cathy Bouvard qui avait fait Cathy D. Ouais. Cathy D était une des premières transsexuelles connues pour ça et qui avait été très médiatisée. La première qui avait été médiatisée au début des années 60. On avait fait, il y avait deux Dienne qui en avait fait deux avec nous. Vincent, il avait fait Alice Sapritch et puis comment elle s'appelle, Anne Sylvestre. Ouais. Et puis il y avait Marie-Ève Guittier qui avait fait Jeanne Moreau et Frédéric Potcher. On avait eu Schiaretti qui avait fait Vitesse. Putain, vous avez bien. Vous avez du beau monde en plus. Chouette. C'était vraiment chouette. Il y avait Fréchuret. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait Joseph, je sais plus. Ah merde, je me rappelle plus. On avait fait un avec Fréchuret au TNP. C'était bien. Hein. Ouais, c'était chouette. C'était cool. Et du coup, moi, pour faire Chancel par la Chancel, j'avais presque, je voulais inviter Drouel. Je voulais demander à Drouel de faire des plats. On avait eu François Rollin. Il avait fait génial. Il avait fait Francis Blanche, François Rollin. Super. Il m'a dit, il me faudrait une pipe et du tabac à un moment donné. Donc, j'avais sa pipe et son paquet de clans qui était posé. Et à un moment donné, complètement arbitrairement, il s'est bourré une pipe, il a fumé un peu, puis il l'a reposé. À aucun moment c'était noté dans le truc, mais lui s'était dit, à ce moment-là, je vais fumer la pipe. Et moi j'étais persuadé que c'était, mais non, je crois que c'était comme une fantaisie. Une envie spontanée. Une envie. À un moment, je vais fumer la pipe. Voilà. D'accord. Mais c'est-à-dire parce que, comme ça. Ben oui, parce que, c'est comme ça. J'ai une grande discussion avec ma chérie ce matin, qui est en train de bouquiner Jacques Ralite. Ouais. Et où on parlait de l'inutile et l'essentiel. Ah bah voilà. Ralite défend l'inutilité de l'art. Il dit il faut que l'art soit inutile, mais néanmoins cette inutilité est essentielle. Ouais, donc, et justement la confusion entre inutile et essentiel fait que c'est ça qui fait peur. Mais je crois que si on assume effectivement que l'art doit être inutile et que c'est en étant inutile qu'il sera essentiel, on le défendra toujours. On le défendra toujours. Oui, c'est ça. Tu vois bien que je dis n'importe quoi. Tu vois bien que je raconte n'importe quoi, Maxime. Allez, je t'embrasse. Il n'y a aucune cohérence. Ciao. Salut. Ciao.